de la constitution de la société. Alors, pour qu'une société existe sur le plan juridique, il faut d'abord réunir un certain nombre de conditions de fond que nous avons déjà étudiées, que je vais vous rappeler très rapidement, mais il faut également accomplir certaines formalités qui vont donc permettre, au moment de l'immatriculation, la création d'une nouvelle personne juridique indépendante donc de ceux qui l'ont créée. Lorsque nous aurons détaillé ces formalités, eh bien, nous parlerons de cette période qui s'écoule entre le moment où quelqu'un prend l'initiative de créer une société et le jour où, à l'immatriculation, cette société existe vraiment, où elle acquiert donc la personnalité morale. Et pendant cette période, on dit que la société est en formation et il y a un régime juridique qui est spécifique à cette période très particulière. Je vous expliquerai en détail pourquoi ce régime est particulier. Et puis enfin, nous terminerons par l'étude de la société créée de fait, qui est un type de société que l'on peut assez facilement confondre avec la société en formation, parce qu'il y a des similitudes, mais il est important de bien distinguer les deux parce que, justement, le régime juridique n'est pas le même. Et donc, je vous expliquerai quels critères la jurisprudence utilise pour bien distinguer l'une de l'autre. Alors, très rapidement, donc, je vous rappelle que à l'origine de toute société se trouve un contrat de société qui doit respecter les conditions de validité du droit général des contrats, à savoir, donc, 4 conditions de validité: consentement réel et sans vice, pas d'erreur, pas de dol, pas de violence, capacité juridique de ceux qui s'engagent, donc des futurs associés, qui sont aussi des apporteurs, puisque, comme nous allons le voir ensuite, chacun doit faire un apport à la société, objet déterminé et licite, et une cause, là aussi, qui soit conforme à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Donc, c'est la première condition. Autre condition, pour qu'on parle de contrat de société, il y a des éléments spécifiques, parmi lesquels les apports, puisque chaque associé, pour acquérir cette qualité d'associé, doit faire un apport à la société sous des formes différentes: apport en numéraire, apport en nature, apport en industrie. À côté de ça, il y a aussi d'autres éléments. Je vous rappelle juste oralement l'affectio societatis et la recherche de bénéfices et la participation aux résultats. Mais ça, nous n'y ferons quasiment pas référence aujourd'hui. Par contre, les apports, nous allons en reparler. Donc, nous allons en reparler parce que une partie des apports doit nécessairement être libérée à la création de la société. Libérer, ça veut dire verser. Et nous allons voir que ça amène l'accomplissement de certaines formalités. Donc, je vous rappelle aussi que le montant qui doit être libéré à la création dépend de la forme juridique qui a été choisie. Alors, donc, les conditions de forme, les formalités, en d'autres termes, qu'il faut accomplir pour aboutir à la création d'une nouvelle personne juridique. Donc, première chose, les statuts. Les statuts, je vous le rappelle, c'est un document qui, en fait, constate l'accord des associés. La rédaction des statuts, c'est obligatoire. À défaut, eh bien, la société ne pourra pas acquérir la personnalité morale. Donc, on voit bien là que c'est à la fois une question de forme, il faut rédiger des statuts, mais c'est aussi une question de validité. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de statuts qui sont rédigés, on va se retrouver dans l'hypothèse que nous verrons tout à fait à la fin de cette séance, l'hypothèse d'une société créée de fait, avec un régime juridique qui est particulier. Donc, la rédaction des statuts est obligatoire, et donc si ça n'est pas le cas, il n'y aura pas d'immatriculation, pas de personnalité morale, ce sera une société créée de fait, avec un statut qui est proche du statut de la société en non collectif, notamment sur le fait que les associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes. Donc, c'est une conséquence très importante, évidemment. La forme des statuts, alors là, c'est au libre choix des associés qui peuvent soit décider
de rédiger les statuts sous forme d'acte sous seing privé, soit de préférer l'acte authentique. Acte sous seing privé, il est rédigé entre les parties elles-mêmes sans intervention d'un officier ministériel, alors que l'acte authentique, au contraire, fait intervenir un officier ministériel, un notaire en général, qui par sa présence va attester de l'authenticité de ce que contient l'acte en question. Donc c'est normalement au choix des associés. Alors c'est vrai que lorsque les enjeux, par exemple le montant des apports n'est pas très important, on va se contenter d'un acte sous seing privé, mais dans d'autres cas, eh bien, s'il y a un capital important à la Constitution, les associés peuvent préférer l'acte authentique du fait de sa très grande force probante. C'est sûr que ça donne une sécurité juridique. Ceci étant, dans certains cas, le choix n'existe pas et la loi impose un acte authentique, c'est-à-dire que là, bien, si on procède par acte sous seing privé, eh bien, on ne pourra pas finalement avoir des statuts qui permettront l'immatriculation de la société. C'est le cas tout d'abord de l'apport d'un bien immobilier. Alors attention, tous les apports en nature ne donnent pas lieu à la rédaction d'un acte authentique. C'est l'apport en nature donc d'un bien immeuble qui oblige à passer devant un notaire. Ça n'est rien d'autre, ça, que l'application d'une règle générale. À chaque fois qu'un immeuble change de propriétaire, qu'il y a un transfert de propriété portant sur un immeuble, que ce soit une vente, que ce soit une donation, une succession ou donc un apport à une société, il faut l'intervention d'un notaire. Donc là, on applique la règle habituelle. Deuxième hypothèse, lorsque parmi les apports en nature, toujours, il y a un bail, figure un bail, qui est d'une durée supérieure à 12 ans. Pourquoi? Là, parce que les enjeux sont, là encore, très importants et on estime que ça justifie l'intervention donc de l'officier ministériel. Et puis, il y a des hypothèses où l'acte authentique, sans être obligatoire, sera fortement conseillé par les notaires, justement, notamment lorsque une société est créée entre deux conjoints. Et pourquoi est-ce qu'on va ainsi rédiger les statuts devant notaire? Parce que ça évitera que les apports qui sont faits à la société n'apparaissent au moment par exemple, d'une succession, comme des donations déguisées. Donc, vous voyez, l'intervention du notaire donne une sécurité juridique que l'on n'a pas, évidemment, lorsque l'on se contente d'un acte sous seing privé. Donc, voilà pour la forme des statuts. Il faut préciser qu'il ne suffit pas d'un exemplaire original et puis de copies ensuite que l'on va faire. Il faut plusieurs exemplaires originaux, de nombreux exemplaires originaux. Alors pourquoi? Parce qu'il y en a un qui doit être déposé au siège social et qui va y rester pendant donc toute la durée de la société. Il y a 2 exemplaires des statuts qui sont nécessaires pour l'enregistrement auprès de l'administration fiscale. Il y a aussi 2 exemplaires qui sont nécessaires pour l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Et puis il y a un exemplaire pour les associés, chacun des associés. Attention, je parle des associés au moment de la constitution de la société. Donc voilà, exemplaires originaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils sont revêtus de la signature originale, justement, des différents associés. Ça n'est pas une photocopie. Ce document, qui est obligatoire, doit également contenir des mentions qui sont imposées par la loi. Et ça paraît être logique que toutes ces mentions figurent, notamment la forme sociale qui a été choisie. Pourquoi? Parce que c'est elle qui va déterminer le régime juridique de la société. Une ESA ne fonctionne pas comme une ESARL qui elle-même ne fonctionne pas comme une société en nom collectif. Donc la première chose à faire figurer, c'est la forme que l'on a choisie. Deuxième chose, la durée de la société. Alors en la matière, il y a une limite qui est fixée par la loi, c'est 99 ans. Donc c'est vrai que dans la plupart des statuts, eh bien, on va voir apparaître cette durée maximum. Sachez quand même que quand on arrive au terme
de cette durée, au bout des 99 années d'existence de la société, il y a une possibilité de prorogation, c'est-à-dire de prolongation, mais prorogation c'est le terme juridique, c'est-à-dire que là, eh bien, on va décider que la société va continuer pendant encore un certain nombre d'années. Comment est-ce qu'on fait pour ça? Eh bien, c'est une modification des statuts, c'est logique puisque la durée figure dans les statuts. Donc, étant donné que c'est une décision de modification des statuts, eh bien, il va falloir se réunir en assemblée générale extraordinaire et réunir à la fois les conditions de quorum et de majorité qui sont prévues dans cette hypothèse-là. Conditions de quorum et de majorité que je ne vous donne pas évidemment parce que ça dépend de, là encore, de la forme juridique qui a été choisie. Et ça doit se faire, il faut anticiper un petit peu les choses, ça doit se faire au moins un an avant le terme donc, des 99 années qui avaient été prévues initialement. Alors, je dis avant le terme des 99 années, si on a prévu la durée de 99 ans. Si on a prévu une durée de 30 ans et qu'on approche des 30 ans, eh bien c'est un an avant, avant qu'on arrive aux 29 ans de la société. Autre mention obligatoire, bien sûr, la dénomination sociale qui a été choisie, le siège social, donc tout ça nous en avons déjà parlé, je ne m'attarde pas, l'objet social, les apports, les différents apports qui ont été effectués et le montant du capital, et puis certaines modalités de fonctionnement. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais vous faire observer que pour arriver à la rédaction des statuts, on a déjà eu une phase préalable pour déterminer justement ces différents choix qu'il va falloir faire au moment de la rédaction des statuts. La forme sociale choisie, celui qui veut créer une société, c'est une des premières questions qu'il va se poser. Quelle forme juridique correspondra le mieux à mon projet? Eh bien ça, c'est en amont, bien sûr, de la rédaction des statuts. De même, bon, pour la durée, ce n'est pas vraiment trop le problème, la dénomination sociale. On va choisir un nom, on va donner un nom à la société que l'on va créer. Mais comme je vous l'ai dit, lorsqu'on choisit le nom d'une société, c'est librement, il y a plusieurs possibilités, mais il faut veiller à ne pas porter atteinte aux droits des tiers. Donc là aussi, il y aura des petites formalités préalables avant de faire figurer le nom qu'on a choisi dans les statuts, s'assurer auprès du registre du commerce et des sociétés, s'assurer aussi auprès de l'INPI que le nom qu'on a choisi n'est pas déjà utilisé par une autre société, notamment si c'est une société qui est dans le même secteur d'activité. On s'expose à la fois à une action en contrefaçon si le nom est déposé et à une action en concurrence déloyale si on est sur le même secteur. Voilà, les apports, c'est pareil. Il y a eu, et nous le verrons, il doit y avoir au moment donc, de la Constitution une libération d'une partie, d'une fraction des apports. Mais ça aussi, ça suppose des formalités qu'il va falloir accomplir. Et donc, les statuts, c'est la formalité essentielle, indispensable pour permettre l'immatriculation, mais il faut que vous compreniez bien qu'elle est souvent, cette formalité, précédée d'autres démarches préalables. Il y a également des mentions qui sont facultatives. Alors, quelques exemples, il peut y en avoir beaucoup. Il y a des statuts de société qui sont très très conséquents, où il y a énormément de choses qui sont précisées. C'est généralement sur les modalités de fonctionnement. Alors, par exemple, la répartition des bénéfices et des pertes. Cette répartition, je vous l'ai dit, elle se fait généralement proportionnellement aux apports. C'est en tout cas ce que prévoit la loi. Mais on peut très bien prévoir une répartition différente. Si on prévoit une répartition différente, il faut que ça figure dans les statuts. Si on n'a rien mentionné, ça veut dire qu'on adopte la répartition classique proportionnelle au montant des apports. Deuxième exemple, comme nous le verrons lors de la prochaine séance, les pouvoirs des dirigeants, gérants, directeur général, président, après ça dépend de la forme que l'on a choisie, ces pouvoirs sont déterminés par la loi. Mais les associés ont la possibilité d'apporter une limitation par rapport justement à ce que prévoit la loi. Et il est possible d'interdire aux dirigeants
d'effectuer certains actes que les associés jugent trop dangereux pour la société et de soumettre ces actes donc à l'autorisation préalable de l'Assemblée générale des associés ou des actionnaires. Et puis il y a aussi, ça c'est très fréquent, les modalités de cession des titres. Là encore, la loi prévoit des choses. Selon la forme juridique que l'on a choisie, les titres seront plus ou moins faciles à vendre. Dans une société comme la société en nom collectif, je crois que je l'ai déjà évoqué, il s'agit d'une société fermée. Pour pouvoir vendre ces titres à des tiers, il faut l'autorisation unanime des autres associés. Bien. Dans la SARL, c'est un petit peu plus souple. Et dans la SA, les titres sont négociables. Néanmoins, dans la SA, il peut y avoir des restrictions à cette négociabilité des titres. Et dans la SARL, où la loi prévoit que la cession entre associés est libre, mais que la cession à des tiers est soumise à l'autorisation des autres associés, on peut aussi prévoir une clause spécifique pour le cas où un associé vend des titres à son conjoint, à un ascendant, à un descendant. Et là, on peut prévoir qu'il y aura encore autorisation des autres associés. Donc ça sont des choses que l'on peut retrouver en plus donc des mentions qui sont obligatoires. Il y a également parfois des règles de quorum et de majorité qui s'écartent de ce que la loi prévoit. Là encore, pour ces 4 exemples, si on ne prévoit rien, ça n'est pas grave. Il y a des règles qui s'appliquent, qui sont les règles que la loi prévoit pour le type de société choisie. Mais pour les règles de quorum et de majorité, on a la possibilité, notamment de prévoir une majorité plus importante, ce qu'on appelle une majorité renforcée par rapport à ce que prévoit la loi. Vous savez bien faire la différence entre quorum et majorité? Oui ou non? Non. Alors c'est bien que je vous le rappelle, que je vous l'apprenne alors. Le quorum, c'est le nombre de personnes qui est nécessaire pour qu'une assemblée puisse valablement délibérer, c'est-à-dire prendre des décisions. Donc, si le quorum est de la moitié, par exemple, ça veut dire qu'il faut que la moitié des membres participent aux délibérations. Alors, en général, c'est la moitié des membres présents ou représentés. On peut ne pas être présent physiquement, mais être représenté. L'objectif, si vous voulez, du quorum, c'est que les décisions ne soient pas prises par une poignée d'associés ou d'actionnaires et que ce soit quand même le reflet d'une décision véritablement collective. La majorité, c'est autre chose. C'est le nombre de personnes parmi celles qui sont présentes ou représentées qui se prononcent en faveur de la décision qui doit être prise. Donc, pour qu'une décision soit valablement prise au sein d'une société, il faut répondre à la fois aux conditions de quorum et aux conditions de majorité. Voilà. Donc, sachez aussi qu'en ce qui concerne le quorum, parfois, il y a un quorum lors d'une première convocation, on n'atteint pas le quorum, donc on ne peut pas délibérer, donc il va y avoir une deuxième convocation à l'Assemblée, et à ce moment-là, on a une règle de quorum qui est moins élevée pour permettre justement de délibérer. Donc voilà, là je ne peux pas vous en dire plus, nous reverrons ça pour chacune des sociétés, les différentes règles de quorum et de majorité, à la fois pour les assemblées générales ordinaires et les assemblées générales extraordinaires. Donc là il y a pas mal de choses à retenir. Si jamais une mention obligatoire ne figure pas dans les statuts, ça peut poser problème, mais il est possible de régulariser. Soit les gens qui ont rédigé les statuts s'en aperçoivent et rectifient eux-mêmes. Mais ça n'est pas toujours le cas, et dans cette hypothèse, toute personne intéressée a la possibilité d'agir tout d'abord en régularisation, c'est-à-dire que cette personne va demander à ce que l'on régularise en insérant dans les statuts la mention qui manque. Cette action en régularisation, elle se prescrit par 3 ans, c'est-à-dire qu'on a 3 ans pour agir, au-delà c'est terminé. Et puis en plus, il peut y avoir une action en responsabilité, et là le délai est plus long, on a 10 ans pour agir. Alors l'action en responsabilité, quand est-ce qu'on peut l'engager? Eh bien, lorsque le défaut
l'absence de cette mention obligatoire a causé un préjudice à une personne. Pour qu'il y ait évidemment responsabilité, il faut qu'il y ait un dommage. Je vous rappelle à cette occasion les 3 conditions de la responsabilité: une faute ou un fait en tout cas, un dommage et un lien de causalité entre les deux. S'il n'y a pas de dommage, il ne pourra pas y avoir d'indemnisation du dommage, c'est logique. La signature des statuts, ça c'est très simple, ça consiste donc à mettre son paraphe sur le document et sur les différentes pages et sa signature sur la dernière page. Et cette signature, elle matérialise en quelque sorte le consentement des associés. Donc, paraphe sur chacune des pages et signature au bas du document. Donc, voilà. Bon, ça, c'est quelque chose d'assez classique aussi. Quand on fait un acte de vente devant notaire, c'est pareil. On paraphe toutes les pages et on signe au bas du document. Et tant pis, s'il y a 50 pages au statut, eh bien, on va parapher les 50 pages. Et s'il faut un grand nombre d'exemplaires originaux, on va parapher les 50 pages de tous les exemplaires originaux qui sont nécessaires. Et oui, ça peut être un peu long et fastidieux. Alors, très important, la date à laquelle donc, les statuts sont signés par les associés. Pourquoi? Parce que c'est la date de conclusion du contrat de société et donc c'est la date à laquelle la constitution de la société est réalisée. Pas son immatriculation, mais sa constitution. Donc date de la signature égale date du contrat de société. Petite précision, des documents peuvent être annexés au statut. Lorsque des documents sont annexés au statut et qu'ils sont paraphés également par les associés, eh bien, ça va avoir des conséquences juridiques. Nous le verrons tout à l'heure lorsque nous parlerons de la société en formation. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver là-dedans? Tout d'abord, le rapport du commissaire aux apports, lorsqu'il y en a un, lorsqu'il y a d'abord des apports en nature et lorsque la loi exige qu'il y ait un commissaire aux apports ou, autre hypothèse, lorsque les associés eux-mêmes, alors que la loi ne les y oblige pas, ont préféré s'en remettre à un commissaire aux apports pour évaluer le montant des biens qui sont ainsi apportés. Donc ça, c'est annexé au statut. Là encore, vous voyez, ce qui veut dire qu'avant de rédiger les statuts, il va y avoir aussi cette démarche préalable à faire. Faire intervenir un commissaire aux apports pour qu'il donne son estimation des biens qui sont apportés à la société. Donc, vous voyez, là encore, avant les statuts, il y a des démarches à accomplir. Deuxième chose, comme certains actes sont accomplis pour le compte de la société, avant même la rédaction des statuts, donc voilà, là où on a fait intervenir un commissaire aux apports, il est évident que ce commissaire aux apports, il va falloir, par exemple, le payer. Et donc, il y a des actes qui sont accomplis ainsi pour le compte de la société. Et il y a des paiements qui sont accomplis pour le compte de la société. Donc, on fait un récapitulatif de ces actes et ce document, on l'annexe au statut. Et je vous l'ai dit, en général, les associés paraphent le document annexe, les documents annexes, ce qui va permettre d'établir qu'au moment de la rédaction des statuts, ils étaient bien présents. Les formalités maintenant de constitution proprement dite.